Est-ce que vous craignez le manque de virilité? Ah ben moi, j'ai est-ce que ça pas le craindre non, parce que j'ai eu du succès avec les femmes que parce qu'elles non, aimaient mais les mecs c'est même pas une efféminés. histoire de succès avec les femmes ou On est pas. niqués, elles vont gagner et tant mieux parce qu'elles sont plus intelligentes, plus adaptées, plus douées pour la vie, parce qu'elles ne sont pas victimes de leur pauvre mental, de leur pauvre pensée. Vous Elles avez sont eu organiques et je sais que là je vais me faire insulter parce que je les résume à l'intuition. Elles vont encore me dire enculé, on va te foutre en prison. Oui ma grande, je parle à une féministe virtuelle. Oui. Vous êtes plus merveilleuse que les hommes parce que les hommes pensent et que vous savez ne pas penser. Et ne pas penser, c'est le secret d'être un acteur. Parce que la pensée, c'est de la merde. Ou alors, c'est la pensée de Descartes ou de Nietzsche. Alors là, attention, Oui. on se calme. Mais l'homme moyen qui disparaît, aucun problème. Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. Je m'appelle Hanifa Saïd, plus connue sous le nom de Nifa. Et j'ai tué mes héros Kanye West et Jay-Z tout en ayant une envie irrépressible d'aller les voir performer dans un stade. Cette dissonance cognitive si évidente qui me pousse à envisager de me ruiner de manière déraisonnable pour aller au Vélodrome le 11 juin et au Yankee Stadium le 11 juillet. Vais-je céder à la nostalgie et l'envie de revivre la bande originale de ma vie dans un stade plein à craquer avec les gens qui m'aiment et que j'aime par pur plaisir personnel, ou rester sur ma ligne politique qui est celle d'arrêter de contribuer et financer deux artistes que j'ai longtemps fantasmés comme conscients et hommes du peuple? Vous le saurez dans ce nouvel épisode de podcast. On est le 10 avril. Nouveau, ça dit quoi Nifa dans la boîte? Let's go! Comme vous l'aurez compris en intro, on va parler de Jay-Z et Kanye West. Je vous cache pas que je vais essayer de garder la même spontanéité parce que je suis en train de struggle avec le rec de cet épisode. Mais je ne veux pas vous sentir que ça fait 4 fois que je recommence à rec mon épisode. Alors, normalement, ça devrait être bon. Là, je vois l'horaire qui s'est inscrite sur l'écran. Donc, c'était en train de rec pour de vrai. Le micro est au signe vert. Cette fois, j'espère que c'est la bonne. Bref, Jay-Z, Kanye West. C'est simple. Il se trouve que Kanye revient avec un album la semaine dernière, Bully, et vient de commencer une sorte de tournée de stade un peu partout dans le monde, avec une scénographie exceptionnelle, avec une setlist, la setlist d'une vie, j'ai envie de vous dire, qui parcourt toute sa discographie. Est-ce que je vais prendre le temps quand même de vous expliquer à quel point on doit se poser la question de si on doit aller le voir dans un stade ou pas? Est-ce que je dois vous le rappeler? Eh bien, je vais le faire quand même. Mais je vais vous le dire dans un angle personnel, avec comment moi j'ai grandi avec Kanye. Je l'écoute depuis 2004, ce boug. Donc maintenant, plus de 20 ans. Et il se trouve qu'au fil des années, parce que quand on est plus jeune, on ne s'intéresse pas aux à côté, on ne s'intéresse pas à ce qu'on fantasme sur la base de comment la personne se raconte, sur la narrative que la personne nous propose. Et moi, j'ai adoré la narrative Kanye West, c'est-à-dire Kanye Omari West, fils unique de Donda West, avec une envie féroce d'être un interprète parce qu'il est producteur à la base et qui va tout faire pour. Ce que vous avez vu potentiellement dans le documentaire, en fait, Netflix. Donc, en fait, il y a un truc comme ça, Jesus, ouais, c'est ça, Jesus. Et donc, j'ai envie, en fait, de souscrire à ça parce que c'est un peu proche de moi. Ça me ressemble un peu. Je suis moi-même fille unique. Je viens d'une famille mélomane qui écoute de la soul, qui écoute. Donc, tout ce truc-là, je l'embrasse. Bref, je vais grandir avec Kanye et dans son envie de révolutionner les choses, de faire différemment, d'être au-dessus de la mêlée, de créer, de révolutionner. Et ça va être le héros pendant au moins plus de 10 ans. Mais dans ces 10 ans, moi aussi, j'ai grandi. Moi aussi, j'ai eu un peu plus de recul. Pas assez selon moi, mais j'en ai eu. Et la dissonance qu'on va avoir dans ce que fait Kanye sur disque et les comportements qu'il a en dehors, ou les prises de position qu'il a en dehors, elles sont arrivées tôt finalement, en fait. Et c'est là où il faut être un peu honnête avec soi-même. Je sais que beaucoup parlent de ce qui s'est passé très récemment, Trump, les déclarations antisémites, White Lives Matter avec le t-shirt avec Candace Owens, enfin tous les trucs complètement dégueulasses. Alors qu'on se souvient de Kanye qui dit everybody, George Bush doesn't care about black people quand il y avait eu l'ouragan Katrina et que le gouvernement américain ne s'occupait pas des populations en Nouvelle-Orléans qui subissaient l'ouragan et que lui, il le dit à la télé en direct.
nous, on veut s'accrocher à cette image-là, mais il se trouve que ça a beaucoup bougé entre-temps. Et je trouve que l'image de Kanye et son attitude bougent déjà même quand vous regardez le documentaire. Donc on a plein de signaux qui montrent que plus le succès avance, plus ça commence à devenir bancal dans sa tête. Maintenant, c'est à quel moment on l'accepte, à quel moment on tue et on se détache. Ça, c'est personnel pour chacun. Moi, je pense que j'avais déjà des indices, mais que j'ai pas voulu les voir. Je pense que l'album Yeezus en 2013 est un premier indice parce que Yeezus est une profession de foi à l'indépendance, à la liberté de créer, à la liberté d'agir, à s'ouvrir au champ des possibles, à fuir les pensées limitantes dans ce qu'on entreprend et dans la façon de créer. Et c'est un album qui m'a guidé de fou, qui a été super important, tant sur la musique et la façon dont ça a façonné ensuite tous les artistes qui ont suivi de la nouvelle génération. Pour moi, il y a pas, s'il y a Yeezus, s'il n'y a pas Yeezus, il n'y a pas des Young Thug, il n'y a pas des Playboi Carti, il n'y a pas des 21 Savage, il n'y a pas tous ces gens-là. Travis Scott qui est déjà dans le projet Yeezus, hein, qui est impliqué dedans, mais et donc qui pour moi amène cette couleur-là, qui contribue à l'amener même. Donc bref, sur le papier, cet album, il dit plein de choses importantes pour nos communautés, et là je parle pas que des Noirs. Je pense pour les créatifs au global, grand album et grand message. Je vous invite, peut-être même si vous aimez pas le disque, enfin la musique, à écouter les paroles ou regarder les paroles de ce morceau, enfin de cet album, notamment ce morceau New Slave, qui est trop important, enfin, qui a été important. Et donc cette dissonance, elle commence déjà là parce qu'avec ce message-là dans cet album, il est quand même capable d'aller signer chez Nike, donc Big Industry, pour faire des baskets. Et moi, sur le moment, je me dis pas que c'est incohérent. Sway, le journaliste Sway qui avait une matinale qui s'appelait Sway in the Morning, le dit en fait, et dit ouais, mais gars, pourquoi tu vas pas directement fabriquer tes baskets, créer tes propres usines pour fabriquer tes produits. Et il se vénère et là, How, Sway? Take a few steps back. You ain't got the answers, man. You ain't got the answers. You ain't got the answers. You ain't got the answers, Sway. You ain't got the answers. Et ça a créé un clip sur Internet et les gens regardaient ce passage-là, ils se marraient parce qu'en gros, il humiliait un peu le journaliste. Mais il se trouve que des années après, quand justement il y a le divorce qui est consommé avec Adidas, c'est exactement ce qu'il va aller nous dire sur les réseaux sociaux en nous disant que cette fois-ci, il va fabriquer ses produits lui-même et les vendre directement aux clients. Il a le droit d'avoir changé d'avis, il a le droit de se dire que Sway avait raison et c'est pas grave, mais ça souligne aussi qu'il était dans dissonance en premier lieu, en passant par Nike, puis chez Adidas, puis ensuite en divorçant avec Adidas, enfin, en tout cas en se faisant limoger. Donc c'est des petits indices comme ça, par-ci, par-là. On n'a jamais retrouvé ce Kanye-là qui est à côté de Mike Myers là, pour dire qu'il faut s'inquiéter des Noirs en Nouvelle-Orléans. On l'a plus jamais vraiment retrouvé de manière aussi frontale. Et on l'a même perdu au fil des années. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec cette information ? Est-ce que je décide, et j'admire ceux qui le font, je décide de plus jamais écouter et de me dire c'est un grand vendu, c'est un menteur et je coupe tout. Et je crois que j'envie un peu les gens qui sont capables de le faire tout de go, sans hésiter, sans regarder dans le rétroviseur. Mais moi, j'ai décidé dans ce podcast d'être un peu honnête avec vous et de vous dire qu'il y a une partie de moi qui est complètement égoïste et qui élabore une pensée. Peut-être que je me mens à moi-même. C'est à vous de me le dire. Hein. Peut-être que je me construis un scénario dans ma tête. Mais c'est ce que je ressens en tout cas. Et ça, je pense que c'est pas un mensonge de dire ce que je ressens. Moi, je ressens quelque chose qui est assez précis. C'est que la musique de Kanye West n'appartient pas à Kanye West. Enfin, si, juridiquement, dans les faits. Évidemment, les ayants droit et tout ça. Mais qu'elle m'appartient un peu aussi. Comme la musique de Didi m'appartient un peu aussi. La musique de R. Kelly m'appartient un peu aussi. Alors, je vous dis pas que j'arrive à tout écouter, je vous dis pas que je suis là et je m'envoie les albums tous les jours, mais il y a une partie de moi un peu dans ce que j'ai écouté. Voilà, je sais pas si c'est sain de penser comme ça ou de le verbaliser comme ça pour ceux qui m'écoutent, mais en tout cas, voilà, je le vis comme ça et ça fait de moi quelqu'un qui va être transparente sur le fait que ouais, comme j'ai l'impression que cette musique fait partie de ma vie et m'appartient, et fait partie de mon parcours de vie et de mes souvenirs et de mon premier amour et de quand je me suis marié, des fois où j'allais jouer au basket avec mes copines, avec mes meilleurs amis, et mes premiers chagrins d'amour et de mes premières réussites aussi, comme cette musique m'a accompagné tout au long de ma vie,
eh bien, elle m'appartient un peu. Et donc, j'ai envie de m'octroyer ce droit à aller dans un stade, célébrer ma propre vie, voilà, célébrer comment j'ai pu rester vivante jusqu'aujourd'hui grâce à Dieu, pour revivre tous ces moments que j'ai vécus sur cette terre. Alors, peut-être que je vais dans des raisonnements philosophiques pour me persuader que je ne dois pas me sentir coupable. Salut Ravit. Que je ne dois pas me sentir coupable de penser comme ça, que je ne dois pas m'en vouloir. Peut-être que c'est une manière de compenser intellectuellement. Peut-être. C'est pour ça que je vous le dis là comme ça, pour que vous puissiez réagir et me donner votre avis. Donc ouais, c'est un peu comme ça que je perçois le truc. Après, il y a le cas de Jay-Z, qui est encore un autre cas où là, en fait, moi, là où j'en veux à Jay-Z, c'est davantage c'est pas d'être un businessman. I'm not a businessman, I'm a businessman. Donc, il l'a dit dès le début. Moi, ce qui me pose problème, c'est de se persuader que tu le fais pour la culture, que tu ouvres un casino à Brooklyn pour la culture, que tu décides de choisir Kendrick au Super Bowl pour la culture. Moi, je l'ai vécu comme un moment culturel, mais pas positif à 100%. Je pense que c'est un moment hyper rentable, mais pas forcément culturel. Et j'aimerais juste qu'il ait la transparence de le dire, mais bon, ce sera pas le cas. Et puis, il s'en fout de moi, il me connaît pas. Donc, voilà, moi, c'est ça qui me... Mais oui, est-ce que si on tout ferait payer un billet pour aller à New York, pour aller le voir, j'irais? Oui, je vous dirais oui. Parce qu'encore une fois, tout ce qu'il a pu rapper, tout ce qu'il a pu dire et la manière dont il l'a dit, parce que c'était un énorme frimeur. Vous voyez, là, quand vous parlez d'Untrill et que vous dites que c'est le meilleur flexeur, bah, je vous jure, vous allez écouter Jay-Z, vous allez être choqués. C'est lui le GOAT flexeur de j'ai de l'argent et j'ai un train de vie incroyable et machin et je suis mieux que vous. C'est quand même lui le meilleur pour ça quand il a l'arrogance. J'ai jamais écouté quelqu'un de meilleur dans l'arrogance que Jay-Z. Et ça fait partie des choses qui m'ont donné confiance en moi, dans l'attitude. Donc ouais, je vous capte. C'est cette dissonance avec laquelle je vis et que j'essaie de verbaliser, d'être vocal dessus pour qu'on en discute et pour qu'on s'en rende compte. Je vais ensuite basculer sur le côté... Il y a une question, c'était ouais, s'ils avaient été misogynoires, est-ce que tu l'aurais plus mal pris? Est-ce que tu aurais été moins souple? Je me souviens, c'était ça. Je vais aller plus large que ça. En fait, la misogynie et la misogynie noire, c'est déjà présent de fou dans la culture rap, à côté de tous les autres trucs positifs. Et j'aimerais en parler pour que vous compreniez à quel point je veux pas essentialiser le rap à juste c'est une musique sexiste. Le rap m'a permis d'avoir un peu plus confiance en moi, d'incarner un peu plus ma vie, de me sentir un peu plus un personnage principal, m'a fait rencontrer des gens, m'a fait avoir une culture musicale, puisque comme c'est une musique qui est empreinte de la musique aux autres, la sample, l'échantillonne, la remix, la déstructure, la sature, je trouve que le rap est vivant encore aujourd'hui parce c'est un mouvement et c'est une musique qui se renouvelle tout le temps et c'est une musique de voleur. On vole, on emprunte et on se l'approprie. Et donc dans le rap. Et donc du coup... puis le style et puis l'attitude, la mentalité en fait du rap, du hip-hop a complètement façonné une partie de ma personnalité. Donc oui, j'ai dit les trucs positifs. Maintenant, il y a des trucs négatifs. Il y a la représentation des femmes dans la culture hip-hop, qui est assez unidimensionnelle ou bidimensionnelle. C'est soit t'es, du coup, ce qu'ils appellent une hose, genre une hoe, les yeux au pluriel, une hoe, une fille de joie, une fille de mauvaise vie. Donc voilà, des jolies femmes avec les courbes légères et des strip clubs et tutti quanti, vixen et tutti quanti, ce qui eux mettent en avant dans leur lifestyle. Ou alors c'est la mère, c'est la sœur et là on touche pas et là c'est sacré, etc. C'est soit l'un soit l'autre, il n'y avait pas d'autres options. Et ça c'est juste pour le côté statut. Après il y a même la couleur, il y a beaucoup de colorisme dans le rap que j'écoutais quand j'étais petite, et c'est-à-dire que la représentation d'une femme noire au grand maximum c'était une light skin, mais c'est tout. Donc il y avait aussi le truc de on nous voyait pas assez, et quand on nous voyait c'était soit une mère, soit une sœur, soit une femme très aigrie, une baby mama très en colère. Donc oui, j'ai embrassé ça quasiment depuis que j'ai 12 ans. Donc peut-être que ça a contribué à ce que je normalise davantage des choses aujourd'hui et que je me retrouve à avoir du mal à complètement me détacher à 100% d'artistes comme Jay-Z et Kanye.
Donc c'est pas ça justement qui fait que j'aurais été plus enclin à les cancel. Au contraire, puisque c'est déjà présent dans cette culture, dans les choix qu'ils ont fait de représentation, dans les textes, dans les trucs les plus misogynes qu'ils ont pu dire, parce qu'il y a la misogynie noire qui est très spécifique aux femmes noires, mais il y a la misogynie tout court. Et moi, je suis une femme et une femme noire, mais je suis les deux du coup. Donc moi, c'est tarif plein. Quand les gens sont misogynes, j'ai mal. Quand les gens sont misogynoires, j'ai doublement mal. Mais ça revient au même. Donc non, je suis pas gâté. En étant une femme, écouter du rap, c'est déjà une première dissonance un peu particulière. Est-ce que j'aurais dû être de celles qui, dès le début, quand elle écoute, dénonce? Mais comment tu commences à écouter du rap aussi jeune que moi j'ai commencé? Moi, souvent, je parle avec des femmes qui ont commencé à écouter du rap beaucoup plus tard et donc qui sont plus conscientes que moi que, mais ça c'est bizarre, mais ça c'est problématique. Et moi, je suis en mode, ah ouais, j'avoue. Mais c'est en étant avec des femmes que je me suis rendu compte que ouais, j'écoute des trucs de fou. Et puis j'ai créé un kata un peu, une compensation aussi psychologique de réappropriation, qui est assez, je sais pas si c'est hypocrite ou quoi, mais c'était ma manière moi de pouvoir apprécier sans me sentir gêné. C'est que quand les rappeurs emploient le mot connasse, c'est une connasse, c'est une pute ou des trucs comme ça. Alors connasse, c'est déjà un autre truc. Ça, j'avoue. Puis c'est pas trop un truc que j'ai entendu dans mes rappeurs. Moi, c'est surtout le mot pute que j'ai entendu dans beaucoup de rappeurs que j'aime beaucoup. Genre Al Capote, Damso, c'est des mecs que j'ai grave écoutés. Al Capote qui est vraiment le plus vieux, parce que Damso, c'est encore un rappeur récent, ça reste 2016, il y a 10 ans. Mais Al Capote, quand j'étais plus jeune et que j'écoutais ça, moi, dans ma tête, quand il dit pute, ça peut être un mec. Moi, je visualise un mec, en fait. Parce qu'il y a des mecs qui sont des putes. Et pas dans le comportement que vous pensez. Parce qu'il y a aussi ce qu'on fait des mots qu'on emploie et la définition que nous, on a chacun. Moi, je sais que quand un homme dit pute, je sais ce qu'il veut dire. Mais moi, à mon sens, non. Je croise dans ma vie parfois des hommes qui sont vraiment de sombres putes. Et pas comme vous pensez, c'est-à-dire une femme qui aurait la jambe facile et qui aurait envie de coucher avec qui elle a envie quand elle en a envie. Si c'est ça votre définition d'une pute, c'est une femme qui coucherait avec qui elle a envie tout le temps, bah, elle est faible, elle est lèche, votre définition. Et ça, je pense que je ne l'ai pas conscientisé étant jeune, mais j'ai vite décidé que moi, ça voulait dire ça. Moi, une pute, ça voulait dire ça. Donc quand Al Capote, pendant 10 mesures, il répète le mot P, là, moi, je vois plein de gars qui mentent, qui sont prêts à tout pour plaire aux autres hommes, qui sont prêts à trahir, qui sont prêts à mentir, voilà, un coup de pute. C'est aussi une trahison, en fait. Donc voilà, il ne s'agit pas que de sexe parfois. Et c'est peut-être même ça le plus grave. Donc, mais ça ne veut pas dire que c'était pas misogyne. Hein. Je suis pas en train de trouver des excuses à capote. Je vous dis juste que c'est sûrement comme ça que moi, je me suis dépatouillé avec ce rap sans que ça me blesse, sans que je le prenne personnellement. C'était ma manière c'était ma compensation de ma dissonance, encore une fois. C'est le grand sujet de ce podcast, c'est la dissonance. C'est ce qu'on prône et ce qu'on va consommer, ou ce qu'on prône et ce qu'on fait. Donc moi, j'insulte personne de pute dans la vraie vie. J'agresse personne sexuellement dans la vraie vie. Je me pense et je me sais pas raciste. En tout cas, je ne détermine pas les gens par rapport à leurs origines, bien que j'adore les blagues racistes. Mais ça, c'est un autre débat. Et je les fais pas n'importe où et avec n'importe qui. Dans tous les cas, c'est pas la misogynie qui pourrait me rendre plus gainé. Au contraire, je l'ai accepté bien trop tôt. J'espère que j'ai répondu à ta question. Voilà, mais c'était long. Ensuite, pour répéter, concernant mon employeur, on m'a posé la question parce que j'ai souvent mon employeur. Bah, mon employeur, c'est Foufoune Palace, le label composé de Luigi, Turi, Ryan Coffee, Genius. Et voilà, et ça se passe bien. On s'occupe des réseaux sociaux, on fait un peu de vidéos, on s'amuse, on fomente, on cuisine, et voilà quoi, restez branchés, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Conseil pour les artistes en développement, restez vous-même au maximum, regardez votre couloir, ne regardez pas le couloir d'à côté, et insistez. Voilà. Ça, c'était les 2 questions un petit peu comme ça qui sont revenues de ouf sur Instagram. Comme si j'étais chef de projet de maison disque, alors que vraiment je serais la pire pour défendre un artiste en développement. Le freestyle est-il mort ? Le freestyle est-il mort ? Oui, les amis, le freestyle est mort. Je vais le dire comme je le pense, et je vais d'abord m'hydrater parce que ça va être peut-être un deuxième tunnel dans cette émission. Oui, le freestyle est mort pour plusieurs arguments que je vais vous énoncer. Déjà, la première chose, le freestyle est mort parce que les gens, les artistes rap ne sociabilisent plus de la même manière.
le freestyle est un des outils de sociabilisation les plus puissants. Ça permettait aux gens de se connecter, de se voir, de se jauger, de se renifler même, de voir un peu lui dit quoi, etc. Et la plupart du temps, quand c'est un peu les premières fois, les gens deviennent potes. Voilà, ils trouvent l'autre fort et puis ils discutent et puis ça parle de rap et ça se renvoie des vidéos et ils deviennent amis et créent un groupe de rap et ils percent et machin. Et vous connaissez l'histoire. Voilà, ça se passe comme ça normalement. Et bien aujourd'hui, les gens connectent différemment. Covid est passé par là aussi. Les gens ont appris à s'enregistrer tout seuls chez eux. Les gens ont appris à même mixer, à faire plein de trucs en fait tout seul. Je vous donne des exemples simples. Pour moi, les Ness, les Ino Casablanca, les Yanis, ça c'est une génération de mecs. Je dis pas qu'ils savent pas ou qu'ils peuvent pas freestyler. Surtout Ness, Yanis, franchement, je sais que c'est des gars qui peuvent le faire. Mais c'est moins quelque chose qui a marqué leur éra, le début de leur éra, parce que c'est moins une pratique courante. Et aussi parce que c'est une pratique qui se fait IRL, qui se fait genre dans un endroit où les gens se captent et le font. Alors ça peut être aussi quelque chose qu'on produit et qu'on poste. Mais déjà là, je trouve qu'on perd de quelque chose. C'est encore autre chose. Il y a des gens qui le font très bien. CKO, Grunt, ça respecte les règles. Même si parfois, on pourrait se dire que ça peut être perfectible. Mais dans tous les cas, ça respecte les règles de un micro, un MC et un couplet. C'est du freestyle. Mais j'irais même très loin. Ce qui fait qu'après, on avait des grands freestylers. C'est donc la sociabilisation. C'est le fait d'aller se frotter aux autres dans la vraie vie. Et pour moi, l'autre truc qui était important, c'était l'impro, les clashs, la spontanéité. Le fait de ne pas avoir peur qu'on entende ta vraie voix, qu'on t'entende choquer par moment, qu'on t'entende te tromper, qu'on t'entende être un petit peu hors temps et puis te rattraper. C'est très nature peinture le freestyle. C'est un exercice de style, c'est un rite de passage complètement intégré pour ma génération et celle d'avant. Mais pour la nouvelle, c'est un peu moins le cas parce que ça dit aussi beaucoup de choses de toi d'aller en freestyle et de venir et de faire un couplet one shot comme ça. Et c'est pour ça que je pense qu'aussi les gens jugent un peu trop vite les freestyles. C'est ce qui s'est passé avec Alpha où les gens étaient en mode ouais mais c'est pas ouf. Bah c'est pas ouf, oui, si tu penses ça comme un morceau. En fait, ouais, ça ce serait pas ouf si c'était son premier single de son album. Là, je serais complètement catastrophé. Non, il se trouve que c'est juste un freestyle. Il vient de cette culture-là, j'avais un petit verse dans la poche que je trouve nice et on y va. Faut pas le prendre pour plus que ce que c'est. Et c'est aussi, on a ces réactions-là, c'est parce que l'exercice même du freestyle a disparu. Par rapport au fait que les gens ne sociabilisent plus de la même manière dans le rap et ne se connectent plus de la même manière. Aussi parce que la nouvelle génération, je trouve, est plus en maîtrise de son image, a plus de moyens de fabriquer son image en montage, en réalisation, en production, et donc veut tout de suite partager des trucs très, très élaborés, tout de suite très léchés, très propres, et qui sont même destinés tout de suite à être exploités comme des singles. Des singles qui vont être extraits potentiellement d'un projet ou pas, mais voilà. Et c'est aussi bien, hein, c'est pas une mauvaise chose, mais c'est ce qui nous différencie. Si tu as la force de frappe pour faire tout de suite très bien, bah tu le fais. Pourquoi vouloir faire un freestyle pour un freestyle? Je pense que c'est un peu ça que dirait la nouvelle génération. Si j'avais quelqu'un au micro qui était plus jeune que moi et qui était rappeur ou artiste, il me dirait bah en fait j'ai les moyens de tout de suite faire des trucs élaborés. Pourquoi j'irais autour d'une table rapper pour rapper? Parce que je vous ai cité CKO et Grunt, mais c'est des formats promotionnels maintenant, donc ça rentre même pas en compte. Moi, je parle vraiment quand je dis le freestyle. Quand on me demande si le freestyle est mort, je parle le freestyle au sens de le geste freestyle, le fait de vouloir freestyler. C'est quelque chose qui, même je trouve, les plus vieux le font beaucoup moins. Donc voilà, ça veut pas dire qu'il n'y en a plus du tout, et ça me fait une transition déjà parfaite pour parler d'El Walid. Al Walid qui lui du coup freestyle, il fait même des épisodes de freestyle qui s'appellent Big Man Things. Et ces épisodes de freestyle sont, je trouve, une manière de couper la poire en deux, qui permet à la fois d'avoir quelque chose de léché, tout de suite visualiseur, clip façon, très propre, avec des beaux plans, ou en tout cas un beau plan fixe, si mes souvenirs sont bons, et en même temps d'avoir cette spontanéité c'est une carte de visite. Et je pense que c'est complètement ce que lui fait, parce qu'il a peut-être pas encore les moyens d'aller jusque dans un truc hyper produit, single extrait d'un projet ou d'un EP. En tout cas, pas tout de suite là maintenant. Il n'a peut-être pas envie là tout de suite maintenant. Mais en même temps, il ne veut pas genre juste venir et se mettre devant un micro et que ce soit filmé à l'iPhone et freestyler. Peut-être qu'il n'a pas envie de ça non plus. Donc, il a trouvé un entre-deux que je trouve intéressant et qui peut plaire à la fois à une go comme Nifa et à une personne de la plus jeune, de 10 ans de moins que moi. Donc,
Il y a des solutions aujourd'hui pour fédérer. Il faut peut-être trouver. Il y a une vérité. Moi, je trouve qu'entre la Gen Z et les millennials, il y a une vérité qui est au milieu. Il faut qu'on s'entende, il faut qu'on s'accorde. Je trouve que vous avez une capacité de force de frappe à tous les domaines. Et là, je parle pas que de rap. À faire, à fabriquer, à décider d'être qui vous êtes. Même si des fois, il n'y a pas l'étal, mais je trouve que vous êtes beaucoup plus déterminés. Et nous, on avait ce lien, je trouve, qui était plus fluide et cette aisance sociale, moins d'anxiété sociale, je trouve, du côté des millennials, où on était plus dehors que vous. Vous êtes une génération plus dans votre chambre. Et je pense que vous avez à nous apporter, et nous aussi. Donc faisons la paix. La paix des âges, la paix des vieux et des jeunes. Et moi, c'est aussi parce que j'ai l'impression dans ma tête d'en avoir 25, même si j'ai bien l'air d'en avoir 66. Mais c'est génial. C'est génial. Ça me permet, attendez, oui, ça me permet de répondre à une question. Il y a quelqu'un qui m'envoie un DM en mode « Ouais, t'es obsédé par l'âge, ça se voit, t'as un problème avec ton âge et tout. » Mais franchement, j'ai trouvé ça hyper intéressant qu'on me pose la question parce qu'en vrai, c'est réel. Je parle beaucoup de l'âge, mais je suis triste que les gens l'ont interprété comme un complexe. Donc je vais faire attention parce qu'apparemment, pour trop en parler, ça peut être perçu comme un complexe. Franchement, je suis pas complexé. Je trouve ça fascinant le temps qui passe. Je trouve ça... Moi, j'adore dans mon égocentrisme horrible, j'adore regarder des contenus de moi où j'ai 25 ans et de me dire qu'aujourd'hui, je fais ça. Genre, on mettrait une vidéo de moi sur YouTube à 23, 24 ans, allez, 26 ans. Et moi, là, sur Arte, je trouve ça trop beau. Il y a une trend comme ça sur les réseaux des influenceuses, genre elles font un split screen où elles mettent une photo d'elles quand elles sont petites et en bas elles mettent une photo d'elles maintenant et elles font des dialogues entre la petite fille qu'elles étaient et la femme qu'elles sont devenues. Je suis complètement dans cette DA et c'est pour ça que je parle souvent de mon âge. C'est juste par rapport à ça, c'était par rapport à quelle petite fille j'étais et qu'est-ce que cette femme fait aujourd'hui. Je trouve ça fou que j'ai réussi à relever le pari, alors pas d'être riche, ça j'avais noté ça dans mon journal intime d'Idole, on n'est toujours pas riche. Mais me lever le matin et faire des trucs qui sont globalement assez cool et assez marrantes et assez intéressantes, qui stimulent mon cerveau, qui me fait poser des questions, même dans l'échec, même dans la difficulté du taf que je peux avoir, ça vient quand même questionner des trucs intéressants. C'est pas ouais, comment on va faire pour le dossier Sogtech, le CA, le comité de direction n'a pas accepté. Non, je suis pas dans des tafs comme ça. Et no offense aux gens qui sont dans des tafs comme ça. Je dis juste que j'avoue, moi, je me suis bagarré pour pas être dans ça. J'étais même pas en mode ouais je vais être mon propre boss, j'étais même pas cette meuf, pas du tout Yomi Denzel. Moi j'étais vraiment juste faut que je sois avec des gens cool, faut que je fasse des trucs cool, faut que quand je me lève le matin je me dise bon, même si hier j'ai lac, aujourd'hui je peux trouver un moyen de faire un truc positif, je peux trouver un moyen de découvrir la musique qui me fait kiffer, je peux aider les gens qui sont autour de moi à être meilleurs dans ce qu'ils font ou eux m'aider à ce que moi je sois meilleur dans ce que je fais. Et j'ai pour l'instant réussi, que ce soit aujourd'hui chez Foompalas, précédemment chez Camino TV, et encore avant ça chez Grunt et avec Mehdi, et avec Mehdi Maizi, avec tous les gens que j'ai croisés. C'est des gens qui m'ont apporté quelque chose et qui font de moi aujourd'hui la go que vous entendez en podcast depuis 27 minutes maintenant. Et j'espère bien que ça s'est bien enregistré, sinon je vais me foutre en l'air. Je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine. Des gros bisous. Et n'hésitez pas, si vous êtes sur une plateforme de streaming genre Spotify ou Apple Music, à mettre des étoiles ou à mettre un pouce parce que ça m'aide vachement et à commenter sur YouTube. Des gros bisous. À vendredi prochain. Je suis la fierté de ma mifa, ta meuf me follow depuis que je suis follow par Nifa.